Je viens pas du tout du monde immobilier à la base, je suis dans la construction. Tu as eu en fait la vision de l'ouvrier, le côté technique. Tu peux accompagner quelqu'un du point A au point Z. Exactement. Ce que je regrette sur le marché actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement pour l'acquéreur. Il n'y a personne qui va lui dire si tu achètes vraiment au bon prix, si le bien existant est sain. Comment tu fais en fait pour fixer le meilleur prix? On va établir une grille des prix. Donc on va estimer chaque appartement ou chaque lot. J'ai trop souvent vu des amateurs se lancer dans le développement par opportunité. Il faut savoir que dès que tu as un caillou dans la chaussure, c'est très compliqué. Mais je vois que c'est une offre 360, c'est fou, tout ce que tu viens de dénoncer, il y a énormément de choses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre podcast aujourd'hui avec Vincent. On s'est rencontrés il y a peu et on a eu beaucoup de discussions et beaucoup de sujets à propos de l'immobilier qui est mon domaine d'activité. Et on a trouvé intéressant de partager quelques réflexions, quelques questions à propos de ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc bienvenue et bonne écoute. Yes, exact. Et merci premièrement en fait de prendre du temps déjà pour me répondre à toutes les différentes questions que je vais pouvoir avoir par rapport à l'immobilier. Et premièrement, moi ma question c'est toujours quelque chose qui m'intéresse quand je rencontre des gens, c'est toi c'est quand la première fois que tu t'es dit ok, je vais me lancer dans l'immobilier, c'est mon chemin, c'est là que je veux aller. Ça fait longtemps, donc moi j'ai un parcours professionnel assez atypique. C'est que je viens pas du tout du monde immobilier à la base, je suis dans la construction comme électricien. Mais c'est un métier qui me plaisait pas dès le début, mais comme la mentalité ici en Suisse, c'est souvent de faire un CFC et d'aller au bout de son CFC. Donc je suis allé au bout de mon CFC. Et dès que j'ai fini mon CFC, donc à l'âge de 19-20 ans, je voulais vraiment m'orienter dans l'immobilier. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir passer de monteur électricien à monde de l'immobilier. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre une année à Londres. Et en revenant de Londres, je me suis dit, je me focus à 100% pour trouver un job dans ce milieu-là. Et j'ai malheureusement pas eu l'opportunité non plus de pouvoir rentrer. Donc, j'ai fait une étape antérieure, c'était de travailler dans les assurances. Ok. Donc là, on m'a proposé d'aller travailler dans les assurances. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne étape entre le chantier et le monde de l'immobilier. Et c'est vrai que j'ai pu travailler 4 ans, me former sur la vente. J'ai aussi beaucoup touché à tout ce qui était le financement hypothécaire. Donc ça a été un plus ensuite pour entrer dans l'immobilier. Donc voilà, donc ça fait longtemps que je voulais travailler dans l'immobilier et j'étais très content de pouvoir rentrer comme courtier à l'époque dans une société connue de la région. Ok, Ouais. excellent. Donc ça veut dire que si on veut, toi, tu es passé vraiment par toutes les étapes, c'est-à-dire que tu as eu en fait la vision, on va dire, de l'ouvrier qui est dans les appartements pour faire en sorte que ça fonctionne, le côté technique. Et Exactement. ensuite, tu as eu tout le côté vente. Donc en fait, quand tu rentres dans un immeuble, dans un appartement, en fait, tu vois tous les aspects, c'est ça? Exactement. C'est un des avantages que je peux avoir aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment passé 6 années sur les chantiers, donc j'ai vraiment vu comment tu construisais un bâtiment, une maison, avec toutes les étapes, que ce soit le maçon, que ce soit le ferrailleur, que ce soit le pain, le carreleur, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai cet aspect technique-là. Et après, le côté assurance, où c'est vraiment plus axé sur la vente et sur le financement hypothécaire, qui est intéressant aussi d'être du côté de celui qui va financer les futurs acquéreurs. Et il me manquait bien évidemment l'aspect technique propre à l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a dans un acte de vente, qu'est-ce qu'un registre foncier, le jargon immobilier. Et ça, j'ai pu, grâce à une opportunité, comment faire, aujourd'hui apprendre tous ces éléments-là. Donc ça veut dire que en gros, pour les propriétaires qui nous regardent, tu peux accompagner quelqu'un du point A au point Z sur tous les aspects de l'immobilier, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Ok. Et enfin, si tu devais nous faire un peu, on va dire, une roadmap de comment ça se passe si on veut un... Imaginons que je suis propriétaire, que j'ai un terrain et j'ai envie de construire quelque chose sur ce terrain. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer ensemble si on travaille ensemble? Bien sûr, la première étape que tu devras te poser, c'est quel est le potentiel constructif de ton terrain en fonction de où il est situé, de la surface du terrain, des règlements de construction de celui-ci. Je vais pouvoir te dire, tu peux faire X logements, X mètres carrés de plancher. Et à partir de là, tu devras commencer ta procédure de développement en tant que telle, d'engager peut-être un architecte. Ça va dépendre un peu de tes capacités à toi et ton expérience à toi. Si tu n'as jamais développé un projet immobilier, alors là, je te conseillerais vivement
de faire appel à un développeur qui va t'accompagner dans la démarche. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la procédure administrative, rien que pour obtenir un permis, est extrêmement rigoureuse et chronophage. Et ça décourage plus d'un acteur sur le marché, surtout les privés qui se lancent dans cette aventure. Donc je te conseillerais vraiment d'avoir un partenaire promoteur qui va t'accompagner à développer ton projet, à obtenir le permis de construire. Et aussi d'un point de vue financier, les engagements financiers sont quand même importants. Bon, si tu es propriétaire de ton terrain, tu peux le valoriser et puis tu n'as peut-être pas besoin de sortir autant d'argent que ça, mais les risques aujourd'hui sont quand même trop importants pour aboutir à un projet. Ok, et puis un permis de construire, dans le fond, comment est-ce que ça s'obtient? Ça veut dire qu'on doit... Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce que ça peut être compliqué? Quelles sont les différentes choses à savoir là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché suisse romand, il y a beaucoup de changements au niveau des règlements, des plans d'aménagement communaux qui sont en train d'être modifiés, réadaptés. Donc la procédure, elle est longue. Une fois que t'as ton projet qui est dessiné par un architecte, tu vas déposer à l'enquête pour le faire valider par la commune. Et il y aura une mise à l'enquête publique où les opposants, donc le voisinage entre guillemets et quelques associations, pourront s'opposer à ton projet. Et le moment entre le début de ton développement et l'obtention du permis de construire, aujourd'hui, il faut compter environ une année, mais il y a énormément de projets, ça fait 3, 4, 5 ans qui sont en procédure. Voilà, parce que dès qu'il y a une opposition, qu'elle soit valable ou pas, après voilà, la commune va la lever, mais même si elle n'est pas valable, elle te fait perdre du temps parce qu'il y a des droits de réponse de 30 jours d'un côté et de l'autre. Donc, et c'est souvent de l'argent qui est engagé dans le projet, qui doit voilà, attendre ce permis de construire. Et du coup, ça veut dire que un voisinage, ça peut vraiment gâcher la vie d'un projet, au début en tout cas. Bah, complètement. Ouais, Ok. complètement. Et aujourd'hui, il faut savoir que quasi tout le monde peut faire opposition. On a eu des cas où c'est même des locataires qui font opposition au projet. Et voilà, et c'est pas fondé. On a eu plusieurs fois des 18 pages d'opposition qui veulent voilà, vraiment pas le projet, que le projet voie le jour. Et c'est très compliqué, c'est très chronophage, il faut les rencontrer. Pourquoi vous voulez pas et le problème, souvent, ce que je dis, c'est qu'ils ne veulent pas une modification de projet, les gens, ils ne veulent pas de projet. Ok. Donc, la discussion, il n'y en a pas. Et le promoteur s'agace, l'opposant s'agace. Et du coup, voilà, donc c'est procédure administrative jusqu'à que la commune lève l'opposition. Et une fois que l'opposition est levée, l'opposant a la possibilité de faire encore recours donc au tribunal cantonal une première fois. Donc là, ça repousse de 6 mois à l'échéance du permis, si ce n'est pas plus. Et une fois que le tribunal cantonal a tranché, il peut encore faire recours au tribunal fédéral. D'accord. Donc du coup, on passe... Ça, c'est dans les pires cas. Ça, c'est dans les pires cas. Aujourd'hui, quasiment tous les projets ont des oppositions. Ok. Quasiment. C'est très rare de ne pas en avoir. Et maintenant, malheureusement, la tendance, c'est quand même que les opposants font opposition ou deviennent recourants au tribunal cantonal. Ok. Voilà. Et du coup, quelle est la différence, on va dire, dans cette première quête vers sa première construction? Enfin, c'est quoi la différence entre, par exemple, imaginons que je le fasse seul ou imaginons que je le fasse avec toi? Quelles sont les différences en fait? Quelle est cette opportunité de pouvoir faire ça avec toi? Où ça va me faciliter la vie? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la société promoteur.ch. La société promoteur.ch, elle est là pour déjà offrir à tous les propriétaires de terrain le potentiel constructible de son terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un terrain, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent en construire. Ils ne savent pas que certaines fois, le terrain, il vaut plus que le bâtiment qui est construit dessus. Donc la première question, c'est de dire, OK, sur ton terrain, qu'est-ce qu'on peut y faire? Une fois qu'on a défini le potentiel constructible, je vais regarder avec toi quels sont tes besoins. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de vendre. Il y a soit tu me dis, je veux de l'argent tout de suite, je veux pas attendre sur les permis, je veux pas être partie prenante sur le produit qui va être construit parce que ça ne me regarde pas et je veux de l'argent et ressortir tout de suite du projet. Donc ça, c'est de la vente directe. Donc ça, on a une catégorie de partenaires que je pourrais proposer. Sinon, il y a la partie plus
plus utilisée, en tout cas en Suisse romande, c'est la partie conditionnée au permis de construire. Donc, c'est-à-dire que tu as un droit d'option, enfin un promoteur signe un droit d'option au registre foncier, donc il garantit qu'il va te payer le terrain dès que le permis de construire est en force. Là, ça te permet d'avoir un gain qui, en général, ça va bien évidemment dépendre de beaucoup d'éléments, mais qui est grosso modo de 30% supérieur à la vente en direct. Et je dirais la troisième solution, c'est de conditionner aussi aux préventes. C'est-à-dire que là, tu prends un maximum de risques, entre guillemets, à la place du promoteur. Donc, conditionner au permis. Et tant que sur un projet de X lot, là, en général, ces 50% doivent être prévendus pour que tu puisses obtenir ton paiement. Alors, tu toucheras le plus possible dans cette version-là. Par contre, c'est la version la plus longue et c'est la version dans laquelle toi, tu prends le plus de risques et le promoteur en prend le moins. Donc, il va y avoir la question de quel risque tu as envie de prendre, quel délai tu es prêt à attendre et puis quel est le besoin financier que tu as ou pas. Ok. Voilà. Et sinon, il y aurait l'option, la quatrième option, ce serait de développer toi-même l'opération. Et ça, à 100%. Et ça, je te le déconseillerais si tu n'as pas l'expérience. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé promoteur.ch. C'est que malheureusement, j'ai trop souvent vu des amateurs se lancer dans le développement par opportunité. Et il faut savoir que dès que tu as un caillou dans la chaussure, c'est très compliqué. Tu vois, ça peut passer de 12 mois à 5 ans pour obtenir un permis. Il y a de l'argent qui est engagé, il faut payer un architecte, il faut payer des fouilles, il faut payer pas mal d'éléments. Et puis, les gens, les opportunistes, entre guillemets, se retirent. Les propriétaires se retrouvent 3 ans après avec plus de partenaires sur leur terrain et ils recommencent à zéro. Le terrain, il est un peu dans le jargon cramé, c'est-à-dire que tout le monde a vu ou connaît qu'il y a un historique sur ce terrain-là. Ça intéresse moins les promoteurs. Donc voilà, c'est toi en tant que privé à 100%, je te déconseillerais. Par contre, si tu es intéressé au développement, il y a des partenaires qui t'accompagnent dans le développement sans forcément t'acheter le terrain. Et puis, tu as un gain maximal, entre guillemets, à la fin. Mais tu partages le risque avec le promoteur. Ok, je comprends. Ouais. Est-ce que ça arrive des fois que la commune ou que la ville ne donne pas un permis de construire ? Oui, ça arrive. Déjà, si l'opposant ou l'opposition est justifiée, donc ils vont donner raison à l'opposant. Et puis maintenant, on a de plus en plus des raisons subjectives à diminuer ou modifier ton projet. Et ça, c'est le problème que les promoteurs peuvent aussi rencontrer, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui permet de faire, on va donner un exemple, de faire 4 étages, de faire 16 logements, et puis certaines communes vont te dire oui, mais nous, au lieu de 4 étages, on préférait qu'il n'y en ait que 3. Et le problème, c'est que le promoteur qui a potentiellement acheté ou qui a un droit d'option sur son terrain, il a calculé son prix de terrain en fonction du potentiel constructible, et aucun règlement justifiait ces 3 étages. Donc les règlements justifient 4 étages, la commune veut que tu en fasses 3, et le début de la procédure est lancé. Donc c'est encore d'autant plus chronophage, beaucoup d'énergie, faut justifier énormément d'éléments. Il y a beaucoup sur les aspects verts, les jardins, tout ça, c'est des sujets très importants. Il y a des sujets au niveau des places de parking qui sont très importantes aujourd'hui aussi. Voilà, on veut... typiquement Lausanne, ils veulent réduire ou supprimer entre guillemets les places de parc sur les nouveaux projets. Mais comment les gens vont faire en pratique, ça c'est une autre question. Donc, et toi, du coup, donc, tu viens de nous parler de promoteur.ch, qui est une de tes sociétés. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que est promoteur.ch et aussi ensuite de ça, peut-être d'autres sociétés que tu aurais actuellement ou qui proposeraient d'autres choses? Bien sûr, donc promoteur.ch, c'est vraiment axé pour aider les propriétaires fonciers à obtenir ce potentiel constructible et à trouver le meilleur partenaire pour réaliser le projet, que ce soit la vente ou conditionné au permis ou pas. Donc ça, c'est vraiment trouver les meilleurs partenaires. L'offre promoteur.ch, elle est gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux propriétaires fonciers de nous rémunérer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a une base de données de 40 promoteurs
sur la Suisse romande. On en a quelques-uns sur la Suisse allemande, mais la grande majorité sont en Suisse romande. Ce sont des professionnels du métier et ils donnent la garantie et la certitude d'aboutir le projet. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut vraiment faire attention, c'est que bien évidemment, tout le monde cherche le meilleur prix de vente, mais un élément qui est encore plus important, je dirais, c'est la garantie d'avoir les bons partenaires qui ne vont pas vous abandonner au premier caillou dans la chaussure et qui financièrement vont assumer leur partenariat avec vous. Et puis de l'autre côté, promoteur.ch, c'est 40 promoteurs qu'on a comme partenaires. On veut les aider. Ils reçoivent énormément de terrain de toutes parts. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'un terrain qui est surexposé perd de sa valeur. Donc moi, ma promesse, c'est de leur apporter des terrains en semi-exclusivité, donc c'est-à-dire de ne pas les mettre en concurrence les 40, mais vraiment de sélectionner en fonction de leurs critères de sélection les plus précis possibles, de dire voilà, ce terrain, il correspond à tes critères, mais sache que vous êtes 2 ou 3 maximum à qui j'ai proposé ce terrain pour que il y ait quand même le challenge d'avoir la meilleure offre du côté du propriétaire foncier, mais aussi d'être que 2 ou 3, donc avoir une chance sur 2, une chance sur 3 d'obtenir ce terrain. Et maintenant, à notre époque, on est en 2024, comment est-ce qu'on fait pour trouver des terrains? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sont construites, il y a beaucoup d'offres qui est déjà sur le marché en termes de construction. Et je voulais savoir, voilà, quand on se retrouve dans la peau de quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, comment est-ce qu'on trouve des terrains? Alors des terrains, il y en a encore beaucoup. Maintenant, je pense qu'on va vraiment s'orienter sur plutôt de la destruction-reconstruction. Il y a de moins en moins de terrains nus, ça c'est évident. Mais par contre, il y a quand même de gros potentiels de densification sur des terrains où il y a une villa actuellement. On peut en faire 3, on peut en faire 4, on peut faire un immeuble de 8 appartements. Donc c'est là qu'on se dirige. Mais actuellement, moi je reçois énormément de demandes quand même de terrains qui sont à vendre. Il faut savoir que ça reste très complexe comme milieu. Il y a beaucoup d'embûches à pouvoir vendre un terrain. Il y a beaucoup de lois qui protègent certains terrains. Il y a des distances à respecter. Chaque canton a des coefficients de calcul qui sont un peu différents. Dans chaque canton, chaque commune, il y a plusieurs règlements, il y a plusieurs types de terrains différents, de la faible densité, de la moyenne, l'artisanal. Et chaque terrain a son propre potentiel constructible. Mais ça veut dire que, donc, si je comprends bien, toutes ces spécificités, toutes ces choses qui peuvent être complexes, et toutes ces lois, ces normes, ces choses on va dire que le commun des mortels ne maîtrise pas du tout, en passant avec toi et ta société, en fait, toutes ces embûches, c'est toi en fait qui va faire en sorte qu'elles se passent. Et tu laisses le propriétaire, on va dire, l'esprit tranquille, et qu'il continue à vivre sa vie tranquillement sans se prendre la tête. Exactement. Et c'est pour ça que dans les 40 promoteurs qui sont partenaires de promoteur.ch, je donne la garantie et eux-mêmes donneront la garantie qui, bien évidemment, maîtrisent ces sujets-là et aboutiront au projet qu'ils vous auront vendu ou proposé ou auquel vous avez regardé ensemble. Exactement. Et c'est pour ça que je disais en préambule, c'est qu'à titre privé, il y a trop d'éléments, c'est trop technique et il y a trop d'embûches pour aboutir à bien le projet. Et dans 95% des cas, des propriétaires qui essaient de développer tout seuls, à un moment donné, ils revendent leur projet. Et le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas fait les choses comme il faut. Ils n'ont pas déposé à l'enquête de manière optimale. Donc, derrière, le promoteur, des fois, il a plus de travail que s'il avait entamé le projet depuis le terrain vierge. Depuis vraiment parce que si je comprends bien, alors la première étape, c'est d'obtenir le permis de construire. Ça peut déjà être très fastidieux. Et ensuite de ça, en tout cas, moi, la partie qui me ferait le plus peur, parce que j'ai l'impression que c'est la partie où on peut le plus se faire avoir si on ne connaît pas le domaine, c'est toute la partie, en fait, du chantier. Exactement. Parce qu'il y a tellement de corps de métier, il y a tellement de matières premières, tellement de choses, tellement de services, entre guillemets, qu'on doit obtenir des gens. Rien Exactement. Que le fait. Et comment on fait en fait, pour ne pas se faire avoir à cette étape-là, selon toi ? De nouveau, si tu as un partenaire développeur qui t'accompagne dans ton projet, c'est lui qui va piloter soit directement la construction, soit indirectement via une entreprise totale
ou une entreprise de construction. Et là, de nouveau, les risques seront pas sur toi, mais ils seront soit sous le développeur, soit sur l'entreprise totale qui va prendre à sa charge le risque. Et on l'a vu très clairement ces dernières années avec le Covid, mais surtout avec la guerre en Ukraine, les coûts des matériaux qui prennent 30-40%. Et ben, si c'est toi qui dois le gérer en direct et tu as tous les risques sur tes épaules, et ben, tu peux très vite rater ton projet. Alors qu'un entrepreneur, un développeur avec une entreprise totale, ben, les risques sont... Pour eux aussi, ça peut être compliqué, mais ce sont des professionnels, ils ont l'habitude, ils ont des ressources pour pouvoir mener à bien ton projet. C'est clair. Et est-ce que toi, s'il y a des propriétaires qui nous regardent et qui, en fait, souhaiteraient construire quelque chose sur le terrain, mais rester propriétaires du bien, est-ce que toi, c'est des gens, ça peut t'intéresser d'accompagner ces gens-là, ou toi, tu cherches vraiment des gens qui vont vouloir vendre les lots d'appartements ou leurs biens, etc. Alors, les deux. Ouais, Ok. les deux, j'ai vraiment, de nouveau, dans les 40 promoteurs qui sont partenaires, j'ai vraiment des critères de sélection. Bah, certains sont plus ou moins similaires, mais j'ai plusieurs catégories de promoteurs, justement, en fonction de tes besoins et de tes envies, à savoir du risque que tu veux prendre ou si tu veux développer toi-même ton opération, eh ben, je pourrais te présenter un tel ou un tel qui va correspondre à ta démarche, finalement. Parce que c'est vrai, je me disais ça dernièrement, mais en fait, quand on a une parcelle de terrain ou quand on a, on va dire oui, de la terre, en fait, le prix du mètre carré est aussi en rapport par rapport à l'activité qu'on va faire dessus. Exactement. Je prends un exemple. Par exemple, si on fait un immeuble simple, alors on va recevoir des loyers de certaines familles ou de couples, ou etc. Mais tout d'un coup, si dans cet immeuble, on décide de faire, je ne sais pas, une résidence pour étudiants, avec, je ne sais pas, peut-être un service de conciergerie pour tout ce qui est lessive, ou peut-être livraison de nourriture, ou je ne sais quoi, tout d'un coup, en fait, on peut passer peut-être, je ne sais pas, peut-être doubler, voire tripler des fois ses revenus par mois parce qu'on a un projet en fait qui rapporte plus. Bah exactement. Ce qui définit le prix du terrain, c'est effectivement ce que tu peux y construire. Donc, est-ce que déjà tu vas faire un projet de PPE, de revente? En général, c'est ce qui valorise le mieux le terrain. Est-ce que dessus, tu vas plutôt en faire du locatif? Est-ce que tu vas en faire une coopérative? Est-ce que tu en fais du logement protégé? Est-ce que tu fais de la surface commerciale? Et bien évidemment, c'est le produit final, respectivement, par exemple, si tu fais de la PPE, c'est le revient des ventes qui va définir le prix du terrain. Parce qu'en fait, il va calculer le projet qu'il peut faire, la vente, le prix de revient de la vente de chaque lot. Il va déduire les coûts de construction, il va prendre sa marge de développeur, bien évidemment, et après, il va pouvoir te dire, OK, ben, ton terrain, il vaut X. Maintenant, sur le même terrain, tu as deux règlements différents, ça peut valoir du simple au double ou triple. Je comprends. Mm. Et toi, dans tout ce qui est, parce que je me mets aussi à la place des propriétaires, alors comment est-ce que tu vas les accompagner aussi dans le fait de fixer le bon prix, autant pour eux que pour le promoteur en fait à qui tu vas les conseiller? Parce que par exemple, imaginons que quelqu'un veut juste vendre son terrain et plus faire partie du projet. Mhm. Bah, c'est clair que le promoteur, lui, il va avoir le meilleur prix possible parce que ça va lui faire le plus d'argent. Mhm. Et puis le propriétaire de son côté, lui, veut vendre au plus cher possible. Bien sûr. Donc toi, comment tu te positionnes face à ça en fait? Alors c'est pour ça que ce que je fais chaque fois, c'est que en fonction de tous les éléments qu'on a vus au niveau de la constructabilité, je vais proposer systématiquement 2 ou 3 promoteurs qui vont être en concurrence pour amener le meilleur prix, pour garantir le meilleur prix d'achat. Pourquoi 2 ou 3? C'est-à-dire que s'il était seul, ben, on n'aurait pas de comparaison pour garantir le meilleur prix sur le terrain. Et s'ils sont 5 ou 10, ben, ils sont plus intéressés forcément de se positionner sur ce terrain-là, parce que quand on veut vraiment obtenir la valeur maximale d'un terrain, il faut passer du temps, certaines fois mettre de l'argent, faire un pré-projet avec un architecte, et si vous avez une chance sur 2 ou sur 3 de le gagner, ben, vous serez plus amène à investir un peu d'argent et beaucoup de temps pour optimiser le potentiel constructible que si vous êtes 10. Si vous êtes 10, vous allez faire le calcul de base. Vous allez dire, OK, moi j'achète à X et c'est tout. Si vous êtes plus que 2 ou 3, bah, vous allez dire, OK, qu'est-ce que je peux gratter supplémentaire? Où est-ce que je peux optimiser mes surfaces? Est-ce que je peux mettre moins de cages d'escalier? Est-ce que je peux optimiser toutes ces surfaces-là qui vont automatiquement optimiser le prix du terrain? Et je suis sûr d'offrir le meilleur prix parce que les 2 ou 3 partenaires qui vont
faire une offre d'achat, ils sont en concurrence entre eux. Donc, ils savent qu'ils ne sont pas non plus tout seuls. Ils savent que s'ils n'ont pas le meilleur prix, ils n'achètent pas. Après, aujourd'hui, à part des terrains qui sont des terrains vraiment pépites, qui sont dans des communes ultra prisées, vu lac, les coûts des terrains sont, je dirais pas simples à avoir, mais d'un promoteur à l'autre, il y a quand même rarement autant de différences que ce qu'on pense. Ok. Voilà, ils sont assez réalistes, c'est-à-dire qu'eux, ils vont vraiment calculer le projet qu'ils peuvent commercialiser, le coût des ventes, le revient des ventes, et après, ils vont faire ce que je disais, voilà, déduire les coûts de construction, et puis ils auront leur marge qui est plus ou moins tout le temps la même chose, d'un promoteur à l'autre, en fonction du risque que tu veux ou tu veux pas prendre. Et toi, est-ce que tout ce qui est immobilier commercial, etc., c'est des choses que tu fais un peu ou pas du tout? Non, j'ai fait des locaux commerciaux, mais ça c'est vraiment un métier pour moi qui est à part, qui est vraiment spécifique aux locaux commerciaux. C'est un marché qui est différent. La seule chose que je pourrais dire, on a fait des offres pour des 8 mètres carrés de surface commerciale dans la région de Lausanne. Mais aujourd'hui, un seul conseil, c'est vraiment de prendre des spécialisés dans les locaux commerciaux, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Et puis un élément qui est important qu'on a souvent vu, c'est comment faire la différence, parce que le marché a changé depuis le Covid. Il y a beaucoup de home office, il y a moins de personnes qui viennent au bureau, donc c'est comment optimiser vos surfaces et quel avantage vous amenez aux futurs locataires de cette société, voilà, de cet immeuble, pardon. Ok. Comment les sociétés vont venir, quel avantage, il y a des services que vous pouvez faire qui font qu'ils viennent, voilà. Ok. Et du coup, à part promoteur.ch, tu as une autre société, si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce Donc que tu là, peux nous parler de cette société un peu? bien sûr, donc c'est la société Dewayne. Donc Dewayne, elle est axée vraiment sur la vente en tant que telle. Donc on a deux axes. On a le courtage traditionnel. Donc tu as un bien existant, tu veux le vendre, et ben on va le commercialiser pour toi. Et puis on est spécialisé dans la promotion immobilière, donc plutôt de la vente sur plan, des projets de petite, moyenne, grande taille. Mais voilà, vraiment de la promotion immobilière. Donc, c'est les deux axes de Wayne avec lesquels Ok. on va être concentré. Ok, excellent. Et si on veut te contacter pour travailler avec toi, par exemple, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? C'est quoi les différents canaux sur lesquels tu es présent, etc. Oui, bah le plus simple, ça sera de me retrouver sur mes sites internet, donc promoteur au pluriel.ch et puis dewayne.ch, donc Thewayne. Donc là, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Anthony D'Agostino, bien évidemment. Je suis aussi sur Instagram et YouTube, mais je pense que voilà, avec les sites internet et puis mon LinkedIn, vous pouvez me trouver facilement. Ok. Et qu'est-ce que tu penses actuellement du marché immobilier, on va dire en Suisse? Est-ce que tu as des réflexions un peu sur le sujet pour les gens qui se Bien poseraient des sûr. questions? Bien sûr, le marché, il évolue. Il a beaucoup évolué ces 5 dernières années. D'abord, il y a eu le Covid qui nous a stoppé net dans la construction, dans la relation humaine, mais qui a été un énorme avantage dans le milieu immobilier puisque ça a poussé beaucoup de personnes à vouloir acheter plus grand, à vouloir déménager, avoir du jardin, avoir une pièce en plus pour faire du home office par exemple. Donc ça a été très porteur pour le milieu immobilier. Après, on a traversé, on est encore dedans, mais la guerre en Ukraine, là, ça a été compliqué. C'est-à-dire que les coûts de construction ont beaucoup augmenté d'un coup et tout le monde a pris un peu peur. Et les constructeurs, ils ont certaines fois arrêté les chantiers, ralenti les chantiers, mais tout a pu reprendre et maintenant tout est stabilisé. Donc voilà. Et dernièrement, l'année passée, on a eu les taux hypothécaires qui ont radicalement augmenté. Et là, ce qu'on remarque sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, les taux hypothécaires ont bien rebaissé. Donc, ça a redynamisé un petit peu la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande est toujours plus grande que l'offre. Donc, ça, c'est un point important. Mais j'ai quand même remarqué que le marché a un peu changé du point de vue des acquéreurs, où il y a une année et demie en arrière ou plus, les acquéreurs étaient plus pressés de prendre une décision quand ils visitaient un bien ou quand on se rencontrait pour une vente sur plan. Et aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment qu'ils attendent, qu'ils analysent, qu'ils prennent temps à la réflexion. Donc voilà, donc ça a un petit peu changé un petit peu le mood par rapport à ça.
mais le marché est porteur. Il y a énormément de besoin de biens immobiliers. On n'est pas prêt de s'arrêter sur ce point de vue-là. Donc voilà, donc c'est le bon moment d'acheter, c'est le bon moment de vendre, ça n'a pas changé. Et puis on verra maintenant, normalement les taux hypothécaires devraient encore un peu baisser, mais ils sont devenus à des taux qui sont de nouveau intéressants. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si j'ai faux, mais si j'ai bien compris que tes différentes sociétés, donc tu vas couvrir toute la partie des gens qui voudraient vendre leurs biens, tu vas couvrir toute la partie des gens qui voudraient construire sur leurs biens, soit laisser quelqu'un d'autre construire, soit construire avec la personne. Et tu vas aussi proposer en fait un service pour les gens qui veulent acheter. Voilà, ça c'est le prochain service que je veux créer. Ok. Donc c'est en cours pour l'instant, donc c'est vraiment pouvoir et vouloir mieux accompagner les acquéreurs dans leur recherche. Aujourd'hui, je suis vraiment focus sur le terrain en tant que tel, sur le bien immobilier en tant que tel que tu veux vendre, et puis sur le promoteur ou le privé qui développe son projet immobilier et qui doit vendre plusieurs biens sur plan. Et là, voilà, je peux mettre en place toute la stratégie, les outils, la communication, pour mener à bien ce projet-là. Et l'étape suivante, ça sera se concentrer sur les acquéreurs, bien les accompagner dans leur processus d'achat. Parce que c'est vrai que par rapport à d'autres pays qu'on peut voir un peu limitrophes à la Suisse, on peut se rendre compte des fois que, en fait, d'acquérir de l'immobilier en Suisse, enfin, la première sensation qu'on peut avoir, c'est que c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, à ce que j'ai compris, et tu me diras si j'ai raison, la Suisse est un des seuls pays qui nous laisse vivre avec beaucoup de dettes, en fait. Et du coup, l'un dans l'autre, toi, quel conseil tu aurais pour les gens qui ont envie d'acheter un appartement? Comment est-ce que tu les conseillerais par rapport à tout ça? Ou une maison, ou même, je sais pas, un immeuble, etc. C'est un peu ce que je regrette sur le marché actuellement, c'est qu'il y a pas vraiment d'accompagnement pour l'acquéreur. Il n'y a personne qui va lui dire si tu achètes vraiment au bon prix, si le bien existant il est sain, et qui va contrôler un petit peu avec lui, le rassurer sur l'aspect technique du bâtiment en question. Il n'y a qu'une, il y a qu'un élément qui protège, il n'y a qu'une personne qui protège vraiment les acquéreurs aujourd'hui, c'est les banques. Mais elles les protègent parce qu'elles veulent se protéger, bien évidemment. Donc, en se protégeant, elles vont les protéger. Mais il n'y a personne qui accompagne vraiment ces acquéreurs-là. Et c'est clair qu'aujourd'hui, en Suisse, le système est fait pour que vous soyez à vie endetté. Ce n'est pas comme d'autres pays européens. Fiscalement, vous avez tout intérêt à garder. Ça va dépendre bien évidemment du cas par cas. Mais en général, on garde au minimum 65% de sa dette. Mais en grande majorité, avant d'arriver à la retraite, on est plutôt à 80% endetté auprès des banques. Parce que si vous l'êtes moins, fiscalement, vous allez payer plus d'impôts que potentiellement d'intérêts hypothécaires. Je comprends. Voilà, le système est fait qu'on reste endetté, grosso modo, à vie. C'est ça, ok. Et toute cette partie, justement, parce qu'on en parlait, cette partie avec les banques, dans la relation bancaire, etc., ça, c'est quelque chose aussi où tu accompagnes un peu les gens, ou c'est ensuite le promoteur qui va reprendre, en fait, le flambeau? Comment ça se passe? Parce que les gens ont besoin aussi d'avoir un suivi par rapport à ça, j'imagine. Exactement. C'est très important de trouver les bons partenaires financiers avec lesquels les acquéreurs vont souscrire leur hypothèque. Moi, je ne le fais pas directement. J'ai travaillé dans les assurances, donc j'ai certaines connaissances dans le crédit hypothécaire, mais je préfère clairement m'associer à des partenaires qui sont professionnels dans le financement hypothécaire. Je conseille toujours les acquéreurs avec tel ou tel partenaire avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et bien évidemment, il est libre d'aller chez son banquier ou chez son assureur s'il a des habitudes ou s'il le connaît bien. Mais je peux clairement accompagner chez un professionnel, mais ce n'est pas moi-même qui vais faire le financement, qui vais poser les questions sur les avoirs du deuxième pilier, si on fait un amortissement direct, indirect, les montants de ces amortissements-là. Je laisse un professionnel. Moi, je me concentre sur la vente et mon partenaire sur le financement. Ok. Et du coup, imaginons que je sois un propriétaire, que j'ai un terrain, on va dire ici où on est, sur Lausanne. Combien de temps ça prendrait de la première fois où je t'appelle pour te dire « Hello, j'aimerais construire un immeuble » à
l'immeuble fini et on fait l'inauguration? Bah, malheureusement, de plus en plus de temps, parce que là, comme je disais en préambule, la période pour obtenir le permis de construire est de plus en plus long, de plus en plus chronophage, avec des allers-retours plus conséquents avec les communes, il y a beaucoup de services qui doivent aussi donner leur avis. C'est compliqué à répondre. Je dirais dans un monde idéal, mais je resterai réaliste. Je dirais faudrait compter environ 12 mois pour obtenir le permis de construire. Et puis après, grosso modo, en fonction de la taille de l'immeuble, je dirais environ 18 mois pour la construction. Ok. Donc, dans le meilleur des cas, grosso modo, je dirais 2 ans et demi entre le moment où tu décides de développer un projet au moment où tu remets les clés à tes futurs acquéreurs. Mais ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a des terrains, ça fait 10 ans qu'ils sont en procédure. Et ça dépend de quoi? Ça dépend aussi un peu de la région, ça dépend vraiment du terrain cas par cas. C'est-à-dire que un terrain, imaginons dans un quartier, et le même terrain, enfin, on va dire un terrain dans un quartier qui a un autre terrain à côté dans le même quartier, un peut mettre beaucoup de temps à avoir un permis de construire et l'autre peut mettre beaucoup de temps, ou alors justement, vu que c'est dans le même quartier, ça va prendre à peu près le même temps. Comment est-ce qu'on pourrait chiffrer ça? C'est difficile à le chiffrer. Ça pourrait potentiellement prendre le même laps de temps, mais ça va aussi énormément dépendre du terrain en question, parce que tu peux avoir deux terrains qui sont même physiquement très proches, mais avec deux règlements différents, avec deux affectations différentes, et tu as des oppositions qui peuvent être différentes aussi. Tu peux habiter à côté d'un voisin plus ou moins virulent, qui va faire plus ou moins longtemps en position, recours au tribunal, etc., etc. Et puis de l'autre côté, peu d'opposition. Les opposants sont plutôt dans une démarche constructive. Le promoteur les rencontre, l'opposition est levée et puis peuvent rapidement commencer. Donc ça peut vraiment dépendre du cas par cas. Et comment est-ce que les gens qui font opposition, comment ils apprennent la nouvelle en fait? La mise à l'enquête, elle est publique. Donc tout le monde peut avoir l'information. Il y a des gabarits qui sont installés en général sur la parcelle, donc de grandes perches qui délimitent en fait le volume du projet. Et puis voilà, pendant 30 jours ou plus, les gens qui passent devant forcément le voient. Et puis après, il y a les avis officiels où on voit que un tel a déposé à l'enquête un projet de X logements, X villas, etc., etc. Et c'est quoi les raisons, c'est quoi les raisons que les gens prennent pour faire opposition? Alors, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Même des choses un peu farfelues, des fois? Il y a souvent des trucs. Voilà, la majorité des oppositions, elles tiennent pas debout. Elles sont pas justifiées et justifiables. Et on a eu typiquement des cas où un locataire faisait opposition parce que sur ce terrain-là, en l'occurrence, il parlait de reproduction des chauves-souris, du tourisme asiatique dans cette région qui sera plus le même par rapport au nouveau produit qui va être construit, des courants d'air qui pourront plus circuler. Donc voilà, c'est vraiment du bullshit entre guillemets, mais qui font perdre énormément de temps aux promoteurs. Donc c'est à dire que ça, par exemple, c'est vraiment une personne qui passe devant un terrain, qui habite un peu dans les parages, qui voit, comme tu disais, ces longues perches, et puis qui va rentrer chez lui et qui va commencer à écrire des lettres pour envoyer à la commune. En général, c'est plutôt un voisin proche, quand même, en général. Après, il y a des associations de quartier, il y a plusieurs associations qui peuvent... mais c'est plutôt un voisin proche. Puis le voisin proche, il ne veut pas avoir les nuisances de la construction. Voilà, il ne veut pas avoir la nuisance de la construction. Il ne veut pas que pendant 2 ans, il y ait des bruits, des trucs. Okay. Et puis, il veut certainement promener son chien sur cette parcelle. Il trouve très sympa ce côté vert. Ce qu'il faut savoir, c'est que... là, il y a la loi sur l'aménagement du territoire qui est quand même là pour densifier les centres. Donc, je comprends aussi la mentalité de dire on veut garder un peu de verre dans les centres-villes, mais comme on peut de moins en moins construire à l'extérieur de la ville, à un moment donné, il faut être cohérent aussi avec ce qu'on veut. Et voilà, les super terrains qui sont au centre-ville, on y fait des bâtiments assez conséquents. Et ces opposants, certains font position sur des éléments qui sont justifiables, des balcons ou des distances ou limites qui ne sont pas respectées. Et ça, le promoteur l'entend. En général, dès le départ, le projet correspond au règlement, mais s'il y a eu une erreur, il va la corriger. Et puis, il y a toute une catégorie d'opposants qui sont là juste pour que le projet ne se fasse pas. Et là, il n'y a pas d'échange constructif.
Ok. Et puis du coup, maintenant, imaginons qu'on ait passé le permis de construire, on a fait la construction, on a notre joli immeuble magnifique avec des superbes appartements. Comment ça se passe en fait, toute la partie, on va dire, marketing, commercialisation, etc. Donc ça, c'est souvent toi qui vas t'en occuper. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie souvent pour que ça marche mieux que la plupart Que la des... plupart, bah déjà, quand on commercialise un projet neuf, on va identifier le public cible. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du public cible pour acheter un des appartements, ben, on va définir derrière toute une stratégie qui vont toucher ce public cible-là précisément. Donc c'est comme quand on vend vraiment, on va dire, un produit, enfin même, on va dire un produit beaucoup moins cher, on va regarder, on va faire ce qu'on appelle un persona. Donc, ça veut dire qu'on va analyser quel genre de personne pourrait être intéressée par ce type de bien, Exactement. etc. Et on fait exactement la même chose pour des biens Exactement. dans l'immobilier. Exactement. Ok, intéressant. Ouais, exactement la même chose. Donc, on va définir ce public cible-là, parce qu'en fonction de ce public cible-là, je peux avoir des canaux de communication qui sont complètement différents, même des outils de commercialisation qui sont complètement différents. Tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, par exemple, qu'est-ce qui va te faire dire que tu vas aller cibler un ou l'autre persona? Comment est-ce que tu procèdes pour faire Je ça? te prends un exemple tout simple. Tu fais de la commercialisation de villas, par exemple. La villa mitoyen, on va dire, allez, c'est plusieurs villas, donc 2 par 2, si on peut imager. La villa, elle fait 3 étages ou 4 étages. La surface, elle est relativement grande. Je sais que je vais plutôt axer sur de la famille, par exemple. Parce que c'est les familles qui vont chercher ce type de villa-là. Nous, on a des outils très performants qui nous permettent d'analyser le marché, donc analyser la catégorie de clients qui cherchent dans cette région-là, le nombre de pièces le plus recherchées par rapport à cet endroit-là, les prix à laquelle les gens sont prêts à acheter à cet endroit-là. Et voilà, typiquement la villa, on va aller chercher de la famille, on va regarder si on cible 30 à 40, 45 ans. Après, on va aller cibler des familles qui cherchent des biens immobiliers. On va aussi cibler des familles qui ne savent pas encore qu'ils cherchent un bien immobilier. Et ensuite, on va sous-catégoriser en axe print et digital. Ok. Donc, voilà. Donc on va dire, on cherche de la famille. C'est de la famille qui est plutôt axée digital, donc à l'aise avec la technologie. Donc on peut pousser un petit peu les outils digitaux, les campagnes sur Google, le référencement, toutes ces choses-là. Ou au contraire, on est plutôt dans des endroits un peu plus ruraux, un peu plus où la commercialisation print a plus d'importance, voilà, de faire de l'affichage, de faire des annonces journaux, d'être plus souvent présent. Donc, en fonction de notre public cible, on va derrière axer. Voilà. Et comment est-ce que tu fais? Parce que comment tu fais en fait pour, encore une fois, fixer le meilleur prix? Alors là, il y a. Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est on va établir une grille des prix. Donc, on va estimer chaque appartement ou chaque lot. Et puis, on va mettre des axes de valorisation en fonction de l'orientation, de l'étage, des surfaces, etc., etc. Et maintenant, on arrive avec un nouvel outil qui est vraiment génial. C'est qu'en fait, on laisse le marché nous donner le vrai prix. J'explique. Aujourd'hui, on fait des navigateurs, donc des isométries où on peut voir le projet dans son ensemble, on peut tourner autour du projet, sélectionner chaque lot séparément. Et ce qu'on fait maintenant dans des phases de teasing, donc avant lancement, on met cette isométrie, donc ce navigateur, avec des fourchettes de prix. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, plus 5, moins 5, plus 10% au niveau du prix, donc une fourchette de prix. Et derrière, on va analyser pendant la période de teasing, donc ça va dépendre, 3 semaines, 4 semaines, ça va dépendre des délais qu'on a à disposition. On va analyser où est-ce que les gens ont cliqué, où est-ce qu'ils sont allés, combien de temps ils sont restés, est-ce qu'ils y sont retournés plusieurs fois. Et en fonction de ça, on va savoir, dire voilà, ces appartements-là, ils sont très intéressés et intéressants. Donc, on va pouvoir mettre la grille haute des prix. Et puis, sur certains lots où on a eu peu de clics ou pas de clics, on dira là, attention, c'est un lot qui ne plaît pas ou qui plaît moins surtout. Et on va être plus prudent au niveau des prix. Et comme ça, on garantit que les prix sont les plus efficients possibles par rapport à la demande des clients. Ah, excellent. Ça, c'est une super stratégie. Comme ça, on peut vraiment en fait, affiner les choses avant d'arriver à la vraie vente, si on veut. Et on peut garantir aux promoteurs, aux développeurs, que la grille des prix est la plus optimale possible.
Excellent. Est-ce que c'est encore un domaine, l'immobilier, où on peut se permettre de négocier, ou tu dirais que c'est de plus en plus compliqué? Alors, ça va dépendre de plusieurs axes. Donc, le premier, ce sera sur de la vente sur plan. Mhm. Donc la vente sur plan, ce qui va déterminer la négociation possible ou pas, c'est depuis quand le projet est en vente. Si un nouveau projet sort sur le marché, en général, il n'y a aucune négociation possible. Voilà, ils sont sûrs de leur grille des prix, ils sont sûrs de leurs produits, ils ont certainement un spécialiste qui fait la vente, donc il n'y a aucune négociation possible. Si vous arrivez après, je ne sais pas, 12 mois ou 18 mois ou 2 ans de projet, là, la négociation peut rentrer en cours. Mais par contre, c'est vrai que la plupart du temps, sur de la vente sur plan, il n'y a pas de négociation. Par contre, sur tout ce qui est revente, courtage, là, c'est très courant que les futurs acquéreurs, ben, ils tentent une négociation. Et là, Mhm. c'est vraiment important d'avoir un professionnel, un courtier Mhm. professionnel qui maîtrise la vente, qui maîtrise la communication pour vendre soit au prix affiché, soit certaines fois un peu plus que le prix affiché, mais au plus proche en tout cas de celui-ci. Mais aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que dans ce métier qui est le tien, il y a aussi beaucoup une partie très très humaine parce que je pense que souvent les gens vont venir te contacter suite à un décès ou suite à un héritage, suite à des fois des séparations parce qu'ils doivent vendre des biens qui appartenaient à deux personnes. Comment est-ce que toi tu gères cette partie, on va dire, émotionnelle et humaine qui fait partie de ton métier en fait, malgré toi, mais c'est comme ça. Ben, c'est clair, il y a beaucoup de situations dans la vie où on est forcé de vendre et c'est plus tellement un choix. Et là, ben, on accompagne les propriétaires ou les héritiers ou voilà, quand il y a un divorce, on les accompagne séparément dans la vente de leurs biens et on leur offre un service tout en main. C'est-à-dire qu'on va vraiment, euh, que ce soit de l'estimation à la mise, à la valorisation du projet, à la mise en vente sur les portails immobiliers, les visites avec les futurs acquéreurs, la négociation, euh, les promesses d'achat, les rendez-vous chez le notaire, contrôler les projets d'acte. Voilà, on accompagne vraiment les gens de A à Z pour qu'ils soient voilà, soutenus et accompagnés dans leur démarche. Est-ce que toi, tu as une ou deux anecdotes que tu as pu vivre comme ça dans l'immobilier, des choses un peu, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire ou des situations auxquelles on ne penserait pas, des choses qui t'ont un peu marqué ou touché comme ça? Pas spécialement. C'est vrai que j'ai plusieurs fois des cas de divorce ou autre, mais en général, ou même des héritiers qui me contactent. Mais en général, bon, il y a des choses qui doivent régler en interne au niveau de l'héritage, de l'argent, tout ça. Mais tout ce qui est du point de vue commercialisation, ben, on respecte bien évidemment la vie privée de chacun. On est dans la confidentialité. Donc, je prends le cas d'un divorce. C'est souvent malheureusement tendu entre les deux partenaires. Et c'est clair que on garantit la confidentialité. Donc, si un partenaire ou l'autre nous raconte des choses, eh ben, on ne va pas aller le répéter à la deuxième personne. On ne va pas créer de conflit. Voilà, ce que vous me dites, vous, c'est confidentiel, ça restera entre vous et moi. Et la même chose avec votre partenaire, ce qu'il va me raconter, ça sera du confidentiel. Puis on va bien évidemment éviter les conflits Hmm. outre mesure. Je comprends. Ok, d'accord. En fait, dans le fond, si j'ose te poser la question, c'est quoi qui en fait, te différencie d'une autre personne en fait qui fait le même métier que toi? Bah, ce qui me différencie, c'est mon expérience. C'est-à-dire que j'ai vraiment de l'expérience, que ce soit la promotion immobilière, dans les outils de communication. Je suis très à l'aise avec toutes les campagnes Google, Meta, Instagram, etc. J'ai pas mal de connaissances aussi sur les outils. Je travaille avec beaucoup d'outils, que ce soit des navigations, que ce soit des visites virtuelles, du home staging, des sites web. Je mets énormément en avant l'expérience client. Donc, en termes de réactivité, je fais en sorte que
les clients qui me font des demandes, ben, ils soient tout de suite servis. Ils doivent pas attendre 3 jours avant d'avoir une réponse de ma part. Donc, quand il y a une demande de dossier, ils reçoivent le dossier. Ils peuvent aller découvrir le projet sur un site internet dédié au projet. Ils ont toutes les informations. Ils peuvent éventuellement même réserver le lot directement depuis le site internet. Ils peuvent prendre rendez-vous avec moi directement. Donc, voilà, l'avantage, c'est vraiment une connaissance de ces outils-là. J'ai plus ou moins utilisé tous les canaux de communication possibles, que ce soit dans le print ou dans le digital. On a fait des banners sur différents canaux. On a fait un bus print complet pendant 6 mois Waouh. dans une des villes. On a fait plein d'events différents. On a fait du public postage. On a fait des affichages un peu partout, tout type de journaux. On a fait de la pub dans des golfs. On a fait vraiment énormément de choses. Donc aujourd'hui, je peux dire précisément par rapport au public cible, aux produits, je vais te faire une stratégie de communication précise par rapport à ça. Pour tout ce qui est la revente, on a des bases de données clients aujourd'hui qui recherchent. Voilà, on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui recherchent des biens immobiliers. Donc on peut les mettre en relation assez rapidement. Et puis, je peux vraiment accompagner. On prend de plus en plus de risques pour les propriétaires et les promoteurs. C'est-à-dire que tes propriétaires aujourd'hui, on va engager pour toi, on va le payer pour toi un photographe professionnel, on va payer quelqu'un qui fait une visite virtuelle, on va payer quelqu'un qui va faire un montage drone, de la vidéo, on va faire une landing page pour que tout soit présenté de manière le plus optimale possible. On va payer les portails immobiliers qui sont de plus en plus chers aujourd'hui. Et on va bien évidemment publier sur les portails les plus importants. Donc ImmoScout, immobilier.ch, HomeGate, voilà, c'est des portails qui coûtent cher mais qui sont très importants. Et en plus, on va les mettre en premium ou en top annonce. Donc ça devient des coûts. Donc voilà, on prend le risque avec le propriétaire. Maintenant, il est évident qu'on sélectionne de plus en plus les biens pour lesquels on est d'accord de vendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et quand le bien, le propriétaire, il en veut 10% de plus que ce qu'il en vaut, par exemple, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, de plus en plus, eh ben, malheureusement, on ne l'accompagne plus dans la démarche parce qu'on sait qu'on ne va pas le vendre par expérience et on ne veut pas avoir cette stratégie d'obtenir le mandat trop cher pour que dans 6 mois, je te dise que c'est trop cher C'est clair. et puis qu'on doit baisser le prix. Donc, on C'est préfère clair. être Je réaliste. comprends. Et puis, tu peux pas non plus te dédoubler ou te tripler. Donc, tu n'as aussi que 24 heures dans la journée Exactement, et tu veux faire du boulot de exactement, qualité. exactement. Ok, On offre la qualité, c'est ça. c'est le plus important. Mais je vois que c'est une offre 360, c'est fou. Tout ce que tu viens d'énoncer, il y a énormément de choses. Je voulais te poser une dernière question. Toi, quelle est la suite en fait pour toi, je sais pas, pour l'année, les 2, les 3, les 5 prochaines années à venir? Quelle est la suite pour toi? On veut vraiment se développer sur l'accompagnement de promotion, donc la vente de promotion immobilière. Donc voilà, on a connaissance de beaucoup d'outils, beaucoup de canaux de communication. On est précis dans nos stratégies. On peut avoir vraiment une grille des prix qui est très intéressante pour la commercialisation. Donc on va se développer là-dedans. On veut grandir aussi au niveau du courtage traditionnel. Voilà, être plus présent sur Vaud, sur Neuchâtel, sur Fribourg, dans un proche, dans un futur proche. Et voilà, engager du monde, avoir des personnes de qualité. On met beaucoup l'éthique en avant. Voilà, on veut des partenaires qui sont fiables, professionnels et qui peuvent vraiment vous accompagner de la meilleure manière possible. Et puis, on veut surtout, de plus en plus, grâce à Promoteur, on veut que vous ne ratiez pas le potentiel de votre terrain. Donc, encore une fois, il y a plus d'une fois le cas où le terrain vaut plus que la maison. N'oubliez pas de calculer le potentiel, parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est certainement l'acheteur qui le fera pour vous. Ok, super. Du coup, je te laisse le mot de la fin pour clôturer ce podcast. En tout cas, merci, c'était super intéressant. Il y a plein de questions, en tout cas pour ma part. Maintenant, en fait, c'était des points d'interrogation qui ont été comblés, donc j'ai plein de nouvelles choses dans la tête. Je vais pouvoir digérer tout ça et puis avoir une meilleure vision, en tout cas, de l'immobilier. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à toi, Vincent. C'était un vrai plaisir de communiquer autour de l'immobilier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'axes différents, mais finalement, ils se rejoignent aussi un peu tous. Donc, c'était très intéressant.
Et puis, je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à me contacter directement, soit sur les réseaux sociaux, Anthony D'Agostino, ou via mes sociétés, donc dewin.ch et promoteur.ch. Merci et à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye, merci à vous.